Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres du journal. La Société Générale du Bénin et la Société des Ciments conjuguent leurs efforts pour une opération de reboisement sur le site de la forêt classée. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi, un geste des deux sociétés qui vise la lutte contre la déforestation. Séance d'information des éleveurs de petits ruminants du Bénin sur le projet de lutte contre le cordréose, projet MOVA. L'objectif de cette séance est de sensibiliser les acteurs de cette filière pour le développement du secteur. Et puis, système de gestion durable des déchets biomédicaux dans la commune d'Adjoumou. Il s'agit du projet DEB. Le projet a été officiellement lancé la semaine écoulée. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on démarre cette édition par ce projet de reconstitution des actes de naissance sans souche qui démarre demain 2 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Un point de presse a été donné ce lundi par le comité technique de pilotage du RAVIP. Suivons ensemble. L'acte de naissance pour tous, ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Le gouvernement s'y engage. Ce 2 juillet démarre sur l'ensemble du territoire national l'opération de reconstitution des actes de naissance sans souche. Du 2 au 17 juillet, c'est le recensement des personnes concernées par les actes de naissance sans souche. L'opération est gratuite, c'est-à-dire est une faveur pour les citoyens qui croient et qui fait la démarche citoyenne. Ça veut dire que les dépenses sont prises en charge par l'État. Mais si quelqu'un est concerné et ne sort pas pendant cette période pour déclarer sa situation, ce n'est pas que les portes lui sont définitivement fermées, mais les portes du PRAN lui sont fermées. Et s'il doit reconstituer son acte, il doit s'exposer aux procédures judiciaires de droit commun. Parce que nous sommes actuellement dans une procédure dérogatoire et une procédure dérogatoire ne dure pas longtemps. Donc on a ouvert une petite période pour que ceux qui croient puissent se mobiliser, sortir pour se faire connaître. Ils vont bénéficier de cet avantage que le gouvernement leur accorde. Le lieu de lancer un appel aux Béninois nés à l'étranger et qui ont des difficultés particulières dans ce dossier d'acte de naissance sans souche. L'opération concerne toute personne ayant un acte de naissance dont la souche a été détruite, altérée ou disparue, ou les personnes ayant un jugement supplétif dont le procès verbal n'existe plus. Pour être pris en charge dans cette opération, il faut se munir de 2 pièces. Un acte de naissance, la photocopie simple d'un acte de naissance, puis le récépissé d'enrôlement au RAVIP. L'opération ne prendra que pour chaque requérant environ 2 minutes au plus. Il faut retenir que cette opération ne prend pas en compte celui qui a un problème de souche, mais déjà rétabli au niveau du tribunal. Il faut insister pour demander aux bénéficiaires de l'acte de naissance PEDEC, c'est-à-dire les 2 500 000 personnes qui ne sont pas concernées par l'opération qui démarre demain, étant entendu que leurs actes de naissance sont déjà prêts et il ne reste qu'à les distribuer. Le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche PRAN prend fin le 17 juillet 2019. Les personnes concernées sont invitées à faire diligence, en particulier les Béninois vivant à l'étranger. Une conférence inaugurale sur le thème de la journée, mais aussi un focus sur les résultats de quelques études de recherche béninois et africains. C'est un cocktail d'actualité qui a meublé l'édition 2019 de la journée de renaissance scientifique en Afrique. Une journée célébrée par anticipation ce samedi à Kéto. On fait le point avec Guillaume Avienou et Brice Humbo. Une conférence inaugurale sur l'entrepreneuriat agricole. Nous sommes sur le campus de Kétou de l'Université nationale d'agriculture.
l'institution abrite les festivités marquant l'édition 2019 de la Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique qu'organise le CBRSI, le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation. Une journée qui rend hommage aux chercheurs du continent le 30 juin de chaque année sur une décision des chefs d'État et de gouvernement de l'ex-OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et depuis 1994 au Bénin. Cette année, pour des raisons d'agenda, elle invite la communauté scientifique béninoise à se pencher ce 29 juin sur l'entrepreneuriat agricole, enjeux et défis pour un développement économique durable au Bénin. Il faudrait que la recherche scientifique apporte des solutions aux problèmes urgents et quotidiens qui se posent à nos populations, à notre politique de développement, pour que la recherche prouve son utilité. En décidant de financer depuis son avènement au Bénin la recherche fondamentale et appliquée, puis en dotant les structures de recherche d'infrastructures innovantes, le gouvernement du Bénin révélé a voulu montrer sa volonté de faire de la recherche et de l'innovation un pôle essentiel de développement. Il accorde alors une attention particulière au secteur agricole, gros pourvoyeur d'emplois, puisqu'occupant 60% des actifs masculins et 36% des actifs féminins selon des chiffres du ministère de l'Agriculture. Des efforts reconnus et salués de la communauté scientifique du pays qui voudrait néanmoins davantage. Malgré les efforts faits par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour promouvoir le secteur, beaucoup de choses restent encore à faire, à savoir insuffisance des ressources humaines qualifiées en matière de recherche, insuffisance de renforcement des capacités des chercheurs et du personnel de soutien, insuffisance de ressources pour le financement de la recherche, inadéquation de la méthode de décaissement des fonds de la recherche et insuffisance d'équipements de recherche appropriés. Espérant que ces doléances ont obtenu une oreille attentive, les chercheurs s'engagent à proposer des solutions capables de résorber les problèmes liés à la constitution au Bénin de véritables entreprises agricoles. Je l'annonçais en début de cette édition, la Société Générale du Bénin et la Société des Ciments du Bénin ont organisé une séance de reboisement sur le site de la forêt classée de Redo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, et par ce geste, les deux sociétés entendent contribuer à la lutte contre la déforestation en garantissant un environnement sain aux générations futures. Voyons le point de Enoch Hompati. Une nature saine et généreuse est gage d'un bien-être économique et social. C'est fort de cet adage que les entreprises Société Générale du Bénin et Société des Ciments du Bénin se donnent la main pour des actions qui concourent à la préservation de notre environnement. La politique environnementale du groupe Société Générale vise à réduire les émissions de carbone par occupant d'ici 2020 de 25% par rapport à 2014. Et pour joindre l'acte à la parole, ces deux sociétés citoyennes ont mis en terre dans la forêt classée de Rouedo, sur une superficie de 5 hectares, plusieurs essences. Chaque arbre que nous plantons et entretenons est une bouffée d'oxygène pour nos villes et pour la planète. Nous vous encourageons pour ce comportement éco-citoyen car nous sommes tous investis d'une responsabilité envers la nature. On parle aujourd'hui de villes et de forêts vertes. Donc c'est à nous de faire ainsi cette action-là afin de préserver à la génération future un cadre idéal et habitable. La commune d'Abomey-Calavi, à l'instar des autres grandes villes du Bénin, est en pleine modernisation. La régénération de sa biodiversité doit être une préoccupation majeure de tous les citoyens qui y vivent, car d'un environnement sain découle une santé parfaite. L'administration forestière se réjouit et vous soutient pour cette belle initiative que vous avez. Je crois que si des sociétés, autant qu'elles sont sur le territoire, pouvaient se mettre dans votre peau, cette forêt dans 10 ans, 20 ans, 30 ans sera un grand refuge pour nos populations.
Dans leur quête perpétuelle du bien-être social, ces deux sociétés se sont rendues les bras chargés de vivres et d'une enveloppe financière au siège de l'ONG Racine, une ONG qui promeut le développement durable au sein des communautés parmi les plus démunis. Ici, sont prises en charge des femmes et des enfants affectés ou infectés par le VIH-Sida. La Société Générale du Bénin et la Société des Ciments du Bénin viennent ainsi, à travers cette sortie, apporter leur pierre à l'édification du Bénin. Et d'une société à une autre, la Société béninoise des brasseries Sobebra célèbre en différé la journée nationale de l'arbre couplée avec les journées mondiales de l'environnement et de lutte contre la désertification avec le soutien de la Direction générale des eaux et forêts. La Sobebra a organisé une campagne de reboisement dans la forêt classée de Lomé. On fait le point avec Chapstine Baguiri et Judicaël Aïna. Après la forêt classée de Paou dans la commune de Ouida et la forêt communale de Djidjozou dans la commune de Boupa, c'est au tour de la forêt classée de l'Ouémé supérieur dans la commune de Tchaourou de recevoir 25 000 plants sur financement de la Sobebra. Nous allons ce matin faire ici un reboisement de 10 hectares. Nous sommes bien sûr dans la commune de Tchaourou, avec 25 000 plants. C'est le sens que nous donnons à notre engagement éco-citoyen. Nous mettons donc cette activité sous le signe de l'exemplarité. Et nous incitons également nos partenaires à engager des initiatives pareilles. En menant ces actions, la Sobebra contribue ainsi fortement à la restauration de nos forêts, à la reconstitution de nos forêts et à la lutte contre la désertification et plus loin à une forte contribution au développement durable. La forêt classée de l'Ouémé supérieur à Sinaou s'étend sur 4 communes, notamment celles de Mdali, Parakou, Tchaourou et Djougou. Si chacun d'entre vous, dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent, suivent cet exemple du petit coup de barre, en ne coupant pas les arbres, en protégeant ceux qui ont été replantés, en aidant les institutions présentes à la préservation de cette nature, peut-être que ce petit coup de barre permettra à cette planète de vivre encore des millénaires. C'est cela, aujourd'hui, notre combat. Je prends l'engagement donc ici que, au nom de nos élus, que nous allons prendre soin de ces arbres qui seront mis en terre et poursuivre la lutte contre la déforestation sauvage. Avant l'étape de la forêt classée de Sinaou, la Sobebra et les différentes autorités communales sont passées par le Segetourou pour mettre en terre 250 plants. Et on en vient maintenant à cette séance d'information des éleveurs de petits ruminants du Bénin sur le projet de lutte contre le codriose, projet MOVA. Objectif des organisateurs, échanger avec les acteurs concourant au développement de la filière des petits ruminants du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. L'atelier a eu lieu à Parakou. Voici le reportage de Ronald Robinson et de Olga Messon. Pour le salut des ovins et bovins exposés à la caudriose, une maladie tropicale mortelle des ruminants, le projet MUVA existe désormais et entend y remédier. C'est un projet qui vise le développement de vaccins multivalents contre la caudriose. Alors, qu'est-ce que c'est que la caudriose? C'est une maladie qui affecte notamment les petits ruminants, mais ça peut également causer des dommages chez les gros ruminants. Alors, lorsque cette maladie rentre dans un troupeau où on a des animaux sensibles, ça peut causer jusqu'à 80% de mortalité dans un troupeau. Et donc, ce projet vise à développer un vaccin pour pouvoir lutter contre cette maladie-là. Et on a 3 pays en Afrique de l'Ouest où ce projet est exécuté. On a le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. L'innovation de ce projet vise à mettre au point un vaccin à partir du matériel provenant du Bénin, mais également du Burkina et du Niger. En réalité, c'est le démarrage du projet.
Aujourd'hui, si nous sommes avec les acteurs, c'est pour leur présenter le contenu et le chronogramme. Ça ne serait pas les chercheurs qui vont seulement mouiller le maillot. Les acteurs doivent prendre une part active parce que nous aurons des travaux de terrain devant les impliqués. Après l'étape du Burkina Faso le 13 juin dernier, le moment est venu pour les éleveurs du Bénin de toucher du doigt le mal qui ronge leur cheptel et comment s'en prémunir. En dehors de la fièvre, vous avez d'autres symptômes qui apparaissent, comme la diarrhée par exemple, ça ils peuvent reconnaître la diarrhée, et des symptômes nerveux, comme le tournis, c'est-à-dire l'animal tourne en rond, il tombe et il fait des mouvements de pédalage, il y a des baves qui sortent de sa bouche. Donc ça, c'est des signes qu'on observe. Mais évidemment, lorsqu'on arrive à ces signes-là, là, il n'y a plus grand-chose à faire en fait. Au lieu de chercher à traiter, on veut trouver des moyens pour prévenir. Sincèrement, c'est une maladie qui embête tous les éleveurs et on perd chaque année un grand nombre. Et je pense même la direction de l'élevage est gênée par ça parce que chaque fois les gens posent des questions. Est-ce qu'on peut trouver un jour un remède pour cette maladie? Mais on ne peut que remercier la direction de l'élevage et les laboratoires qui se sont mis dedans. On connaît le problème qui suit avec la tétracycline. Tantôt il y a du bon, tantôt il y a du mauvais. Et à côté de ça, il y a un problème de résistance sur le terrain. Il y a aussi une pollution insidieuse qui se passe et qui ne dit pas son nom. Si le vaccin venait à être élaboré, on va aider énormément les producteurs pour leur sécurité alimentaire. Du même coup, aider l'économie nationale de chacun des 3 pays qui participent ardemment, assidûment à ce projet, aux côtés des partenaires européens et de l'Afrique du Sud. D'après les responsables du projet, la réduction des taux de morbidité et de mortalité des petits ruminants, estimés à plus de 3 millions au Bénin, impactera positivement les revenus des éleveurs et le produit intérieur brut. Cette sensibilisation se poursuit le 11 juillet à Niamey. Et cette édition se poursuit également un projet qui vise à asseoir un système de gestion durable des déchets biomédicaux dans la commune d'Adjoun. Il s'agit du projet DEB, un projet lancé en fin de semaine écoulée devant un parterre de personnalités de la commune et du département de Lomé. Voici le point que nous fait Guillaume Avienou. Responsable de formation sanitaire et population de la commune d'Adjoun autour du lancement du Progideb, le projet de gestion et d'incinération des déchets biomédicaux dans les centres de santé de la dite commune. La gestion des déchets biomédicaux dans la commune d'Adjoun pose de sérieux problèmes par négligence de certains acteurs bien formés ou par manque de connaissances d'autres acteurs et par insuffisance d'infrastructures nécessaires pour la gestion. Les activités de soins génèrent en effet une quantité croissante de déchets à l'origine de nombreuses affections, d'où une gestion rigoureuse de ces déchets. Les déchets hospitaliers constituent un réservoir de micro-organismes potentiellement dangereux, susceptibles d'infecter les malades, les accompagnants, les visiteurs, les agents de santé, le grand public dont les enfants constituent la couche la plus vulnérable. Le projet Progideb, une initiative conjointe des ONG, RID et IFA, financée par l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du REPASOC, le programme renforcement et participation de la société civile. Ce projet vient en appui à la lutte contre les déchets biomédicaux à Adjoun, afin de limiter leurs impacts sur la santé des populations et l'environnement. Ce programme, fruit de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne, vise à promouvoir la participation des citoyennes et des citoyens à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques de développement afin d'en assurer la pertinence, la transparence et la redevabilité pour l'amélioration du développement inclusif et de la gouvernance démocratique, aussi bien au niveau national et local. Avec un coût de plus de 52 millions de francs CFA pour une durée de 18 mois,
le Progideb va renforcer les capacités de plusieurs acteurs de la chaîne de production et de la gestion locale des déchets biomédicaux. À terme, le Progideb veut asseoir dans la commune d'Adjoum un système de gestion durable de ces déchets. Autre volet de l'actualité dans cette édition, c'est depuis la commune d'Akpromisrété, dans le département de Louémé, que l'organisation non gouvernementale d'écologie et de développement durable lance un appel à plus de responsabilité des parents d'enfants pour la protection de leurs droits. Un appel qui a mobilisé de nombreux leaders religieux. C'est du moins ce que nous dit Guillaume Avienou. Leaders religieux, parents d'enfants et élus locaux autour des dirigeants du SICPRE Bénin à Akpromisrété pour l'édition 2019 de la campagne annuelle MIR, mobilisation interreligieuse. SICPRE Bénin, le Cercle international pour la promotion de la création, poursuit la dite campagne entamée depuis 2 mois sous le mot d'ordre pour un Bénin digne de nos enfants, des parents responsables. L'événement mobilise ses leaders religieux et parents autour de l'importance d'organiser la veille au quotidien autour des enfants et focalise l'attention des participants de l'Ouémé à ce rassemblement grand public de sensibilisation et de plaidoyer sur la responsabilité parentale. Chers parents, nous n'avons nullement l'intention de vous intenter un procès. C'est que nous, vos enfants, sommes des êtres vulnérables et n'avons jamais demandé à naître. Nous ne vous demandons qu'un peu d'affection, d'attention et d'amour à notre égard, comme à l'image de notre Dieu créateur. Les enfants souhaitent alors une mobilisation des autorités au plus haut niveau du pays pour une stricte application des instruments juridiques internationaux auxquels le Bénin a souscrit afin de créer des conditions favorables à l'exercice de la parentalité responsable dans les villes et campagnes du pays. Nous interpellons les parents dans le sens d'abord que la parentalité responsable. Est-ce que je peux être parent? Ensuite, si je suis parent, que je puisse vraiment assurer mes responsabilités. Et donc, nous souhaiterions que ce ne soit pas seulement à la faveur d'une campagne. Parce que aucun de nous, aucune mère, aucune maman, aucun papa, personne n'est parent à l'occasion d'une campagne. On est parent jusqu'à sa mort. Une responsabilité à ne pas prendre à la légère pour prévenir le phénomène d'abus sexuels des enfants qui va grandissant dans notre société et d'accompagner les victimes selon les organisateurs de cette campagne. Et parlant toujours des parents, les mères seules à s'occuper de leurs enfants, on en connaît déjà, mais des pères assurant une double fonction parentale, cela ne coupe pas les rues. Dans ce magazine réalisé par Lenaïka Bazaou, il nous emmène à la découverte d'un jeune père de famille. Je ne veux pas combler le vide de sa maman, ça c'est une évidence, mais j'essaie de jouer les 2 rôles à la fois pour qu'il ne manque de rien. Un papa pas comme les autres. Joël est seul à s'occuper de son fils Khaled. Il joue à la fois le rôle de père et celui de mère, un rôle qu'il assume avec fierté, la mère de l'enfant étant partie en France pour des raisons d'études. À 1 an et demi, sa maman devait voyager pour raison d'études. Donc on a confié le garçon à sa grand-mère, qui était une institutrice à la retraite. Elle venait juste de prendre sa retraite. Je me rappelle. Quelques mois après, la maman est décédée des suites d'une très courte maladie. Là maintenant, comment gérer l'enfant? La maman n'est plus ici, moi je suis à Calavi. Il s'est posé une équation à résoudre. Mais j'ai 3 grandes soeurs qui étaient toutes prêtes à prendre l'enfant pour garder parce que je suis un garçon. Ma maman aussi était prête, mais je me suis dit, c'est une affaire de responsabilité. Et ma philosophie est que les seules personnes au monde qui pourront réellement donner à un enfant ce dont il a besoin, ce sont les 2 géniteurs. Donc, il fallait que je prenne mes responsabilités. C'est ainsi qu'est née la complicité entre père et fils, 2 amis inséparables qui partagent ensemble leur quotidien depuis bientôt 4 ans. Tous les jours, c'est à 5h30 que je me réveille. Je dois le brosser, le laver, le préparer, ça bouillit.
Moi-même, je m'apprête, je le dépose à l'école à 7h-5, 7h-10 avant d'aller au boulot. Donc, il reste à la cantine, donc il sort à 16h. J'ai dû engager une dame de ménage qui vient à midi ou 13h. Bon, elle s'arrange. Comme il sort à 16h, moi, je ne rentre pas avant 20h. Donc, elle est là pour répondre à ses besoins. Elle apprête les trucs, elle apprête tous les condiments. Quand je rentre, moi-même, je prépare et on mange. Ça, on m'appelle de temps en temps. Les vacances, je crois en 2017, on est allé la voir. Les fêtes passées aussi, l'enfant est allé la voir. Elle est venue en stage en Côte d'Ivoire et l'enfant a pris seul l'avion pour aller la voir. Ils ont fêté ensemble et après il est revenu. Entre devoirs paternels et obligations professionnelles, la garde de l'enfant n'est pas sans avoir de répercussions sur le travail du père. Des fois, vous dormez et la nuit, tu constates qu'il chauffe. Il faut l'amener à l'hôpital le matin avant d'aller. Donc, j'appelle pour dire, bon, j'ai tel souci. Depuis que je l'ai avec moi, j'ai aussitôt informé mon patron que c'est comme ça, je vis seul avec mon garçon. Pour qu'il sache s'il y a des difficultés. Pour le voisinage, Joël est un papa exemplaire qui arrive à combler le vide créé par l'absence de la mère de Khaled. Je vois qu'il a un homme à féliciter parce qu'un homme qui vit seul, qui s'occupe de son enfant, c'est rare. Et je pense que c'est parce qu'il est un homme responsable. Il sait réellement ce qu'il veut. Donc, il n'a pas nécessairement besoin d'une femme à côté avant de répondre à ses responsabilités. On doit même le primer. Comme un jeune qui est aussi mon point. Il n'est pas comme les autres jeunes. Il adore son enfant. Il lui achète tout ce qui peut contribuer à son épanouissement. Au moindre bobo, il amène l'enfant à l'hôpital. La présence de Khaled n'empêche pas Joël de recevoir des visites féminines. Il a sa chambre, j'ai ma chambre. Donc j'ai des amis qui viennent, il n'y a pas de souci, je n'ai rien à cacher. Donc, rien à cacher alors. Là, je n'ai pas d'engagement avec quelqu'un. Ça, je n'ai pas d'engagement depuis. Alors pourquoi tu caches un code dans ton téléphone? Tata elle m'a dit que si on cache quelque chose, là, on met un code. Oui, j'ai mis un code sur mon téléphone pour que chaque fois quand tu prends, tu vas sur YouTube et tu vides mes unités. C'est pour ça que j'ai mis un code. Donc c'est ça que tu as caché. C'est ça que j'ai caché. Il est courant de voir des femmes assumer une double fonction parentale. Mais des exemples d'hommes dans le même rôle ne sont pas légion. Joël s'illustre bien dans l'éducation monoparentale de Khaled, peu importe pour lui le regard de la société. Et on ne change pas de sujet dans cette édition. Les questions relatives à la protection de l'enfant à l'école sont débattues au cours d'une conférence de presse. L'action est mise sur le châtiment corporel, le harcèlement sexuel en milieu scolaire et des résolutions pour mettre un terme aux violences scolaires dans tous les départements du pays. C'est une initiative de plan Bénin international. On fait le point. Halte aux violences faites aux enfants en milieu scolaire. Plan international Bénin, à travers son programme Impactel, est plus que jamais déterminé à préserver et à promouvoir le droit de tous les enfants. Plan international Bénin ne cesse de développer et de soutenir financièrement et techniquement des initiatives en faveur de la promotion des droits de l'enfant et du droit à l'éducation. Cette mission est traduite encore une fois dans son programme dénommé Impactel, qui vise à travers l'objectif du volet éducation à ce que les enfants exclus de l'école, les enfants handicapés et les enfants des groupes marginalisés, en particulier les filles, jouissent de leur droit à bénéficier d'une éducation de base inclusive et s'approprient l'environnement scolaire grâce à leur participation.
3 points font le menu de cette rencontre. L'état des lieux des violences faites aux enfants, en particulier les filles, les sanctions à infliger aux auteurs de ces actes, enfin le rappel de l'arsenal juridique existant au Bénin en matière de préservation des droits de l'enfant. Les auteurs de ces actes s'exposent aux sanctions ci-après. Tout acteur direct ou complice du mariage d'enfants de moins de 18 ans pour la peine de 3 à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. L'exploitation sexuelle d'enfants est sanctionnée de 5 à 10 ans d'emprisonnement avec une amende allant de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Tout auteur d'actes de torture ou traitement inhumain, cruel ou dégradant sans que mort s'ensuive pour la peine de 5 à 20 ans de réduction avec 500 000 à 1 million de francs CFA d'amende. Article 344. Nous implorons la détermination, l'engagement et la clairvoyance des autorités administratives et judiciaires à divers niveaux pour venir à bout de ce fléau qui gangrène sérieusement la vie des âmes innocentes, l'avenir du pays. C'est pourquoi la CDE-TPT interpelle en premier lieu Monsieur le procureur de la République. Votre sens d'engagement dans l'autosaisie de ces cas de violence est sollicité. Messieurs les ministres en charge de l'éducation, soyez sensibles aux cris de détresse et aux douleurs silencieuses des enfants, des filles comme garçons, continuellement maltraités et battus comme des animaux à l'école. Tolérance zéro aux grossesses en milieu scolaire et aux violences des enfants sous toutes ses formes. En tout cas, pour ces ONG, la lutte continue et elle passe inévitablement par la mise en application du Code de l'enfant par l'ensemble des acteurs du système éducatif. L'actualité de ce lundi, c'est aussi les annuaires statistiques des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui seront bientôt disponibles. Voyons les détails avec Jean-Claude James. Dernière étape du processus d'élaboration des annuaires statistiques. Il s'agit de cet atelier de validation qui offre l'occasion aux participants d'apporter des amendements aux documents qui constituent un outil d'aide aux décisions. L'organisation de cet atelier de validation des annuaires statistiques, qui est la première dans l'histoire du ministère en charge de l'enseignement secondaire, vise non seulement à améliorer la qualité des documents qui sont produits, mais surtout à renverser la tendance qui a permis d'attribuer une mauvaise place à notre ministère en 2012. Une fois les annuaires statistiques 2017-2018 et 2018-2019 validés, les décideurs, les partenaires, les acteurs et autres utilisateurs pourront disposer d'informations de qualité sur le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les partenaires techniques et financiers réitèrent leur disponibilité à accompagner le processus. Ils souhaitent tout de même que le défi du retard dans la publication soit relevé. Je voudrais plaider pour 1. La publication des données dans le temps. 2. Le renforcement de la fiabilité des données. Et 3. La mobilisation des autres partenaires à soutenir la disponibilité à temps de données pour faciliter l'analyse de la situation et le suivi des indicateurs. Annuaire statistique, une boussole pour éviter la navigation à vue à ces acteurs du système éducatif. Et on parle culture à présent avec cet atelier Ouverture Azo qui a initié un projet intitulé Vers la décentralisation culturelle au Bénin. Ce projet a pour ambition pour le développement de l'art et culture dans les différentes communes. Il a été officiellement lancé vendredi dernier. On fait le point avec Océane
Amosou et Yves Agodopessi. Mesdames et messieurs, la culture, aucune nation ne peut narrer son histoire sans sa culture. Contribuer à l'ancrage de la décentralisation de la culture au Bénin, c'est l'objectif principal du projet vers la décentralisation culturelle au Bénin. Projet initié par l'atelier Ouverture Azor. Il couvrira au terme les communes que sont Abomey-Calavi, Dogbo, Boycon et Parakou. Il est parfois amusant d'entendre « est-ce que la culture est rentable ?» Eh bien, le présent projet donne une réponse pertinente. Il permettra de prouver que la culture est l'une des premières ressources de contenu et de richesse économique, avec une prise de conscience sur l'impact de la culture sur le développement. Pour atteindre ces objectifs, nous allons développer une bonne quinzaine d'activités, mettre en place des outils de mesure de l'impact de la culture, une activité qui est en cours, former en conception et gestion de projet, former en évaluation de projet, mettre en place le fonds communal d'aide à la culture, créer et renforcer des groupes de femmes et de jeunes et financer des projets dans les 4 communes. Financé par le programme Renforcement et Participation de la Société Civile REPAZOC, ce projet de 14 millions d'euros est le fruit d'une collaboration avec le gouvernement béninois qui ne ménage aucun effort pour le développement de la culture. Quelle place pour la culture dans le processus de décentralisation? Comment financer le développement de l'action culturelle à la base? Ce projet s'inscrit en effet dans la dynamique du programme d'action du gouvernement qui travaille à donner au secteur culturel béninois un visage nouveau à la base. C'est pourquoi le gouvernement s'active à faire des classes culturelles une réalité dans les communes. Ce projet sera conduit jusqu'en octobre 2020 et il profitera à plusieurs acteurs culturels, ce qui leur permettra de porter haut l'art et la culture béninoise. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes en cours dans le système carcéral au Bénin, un tournoi de tennis de table est tenu à la prison civile d'Akpo-Mistrete dans la semaine écoulée. La finale du tournoi a lieu vendredi en présence des responsables de l'administration pénitentiaire du pays. Guillaume Avienou pour d'autres détails. Du divertissement sportif à la prison civile d'Akpo-Mistrete. Pendant 5 jours, les pensionnaires de cette maison d'arrêt ont pris part au tournoi de tennis de table organisé à leur intention et dont la finale s'est déroulée en cette fin de semaine. L'activité s'inscrit dans l'esprit de la mise en œuvre des réformes du système carcéral en République du Bénin. Des réformes qui ont pour but d'améliorer les conditions de détention dans les prisons du pays. De plus en plus, nous allons organiser à votre intention des activités récréatives. Il s'agira pour vous de déstresser. Il s'agira pour vous de savoir que vous faites part entière des citoyens de ce pays. C'est la raison pour laquelle je veux féliciter particulièrement ceux qui ont participé à ce tournoi. Très prochainement aussi, il y aura des tournois de maracana, des tournois de basketball, des tournois de volleyball et de handball. L'activité s'est également déroulée à la prison civile de Cotonou. Les vainqueurs de ce tournoi ont été primés pour encourager les sceptiques à adhérer à l'initiative. Chaque prison a son équipe et ça s'est déroulé entre les détenus de chaque prison. Et nous avons eu 3 finalistes, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième. Bien évidemment, il y a eu le 4e, le 5e qui ont eu des lots de consolation aussi. Et quoi qu'on dise, nous pensons que le sport a un impact positif sur la santé. D'autant plus que pour moi, il n'y a pas eu de perdant pour ce tournoi. Tout le monde est sorti gagnant parce que le tennis de table est un sport de réparation. D'autres activités du genre vont désormais faire partie du programme des détenus afin de les occuper et de faciliter leur réinsertion dans la société, assurent les autorités de l'administration pénitentiaire.
On fait un tour à Kandi pour finir cette édition. Les supporters des écureuils espéraient une victoire face à la Guinée-Bissau, ce qui explique la grande mobilisation autour de ce match dans les lieux publics de projection. Mais à l'arrivée, beaucoup sont déçus par le nul 0 but partout. Voici quelques réactions après le match. Je crois que les Béninois ont perdu leur chance. Sinon, ils avaient la chance de gagner la Guinée. Mais malheureusement pour eux, ils ont raté. C'est au niveau de leurs attaques, il y a eu manque de performance. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ça a manqué. En tout cas, ça a manqué quelque chose quand même. On aurait souhaité avoir une victoire ce soir. Vraiment, le milieu n'a pas bien tourné comme il le fallait. Stéphane Sassé, on a compté beaucoup sur lui, mais malheureusement, il n'a pas répondu à 100% présent face à cette équipe de Guinée qui s'est préparée aussi en conséquence pour défier le Bénin. Pour le prochain, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de moins jouer la défensive, plutôt miser plus sur l'attaque que la défense. C'est vrai que bon, là, on n'a plus rien à perdre, c'est la victoire ou rien. Ils sont à féliciter, ils ont fait de leur mieux. Par rapport à des années antérieures, on va dire que ça va. Bon, on ne peut que les supporter, on va les supporter jusqu'à la fin. Demain, on verra le troisième match, ce que ça va donner. C'est très décevant. On ne s'attendait pas à ce score. Bon, on va voir la suite. J'ai apprécié dans l'ensemble, j'ai apprécié le match. Mais je m'attendais à une victoire des écureuils. Mais je ne suis pas découragé. On prie pour le match prochain. Ce qui n'a pas marché, j'aurais aimé qu'on soit beaucoup plus offensif. Parce que côté offensif, ça n'a pas trop donné. Et bonne chance donc aux écureuils du Bénin. Voilà qui referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. À demain.